Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Parlar, qui a aujourd'hui encore le plaisir de recevoir M. Léopold Ndiaye. Léopold Ndiaye est un poète, un essayiste, un philosophe, en tout cas un homme qui touche un peu de tout. Il est coaché également dans beaucoup de domaines. M. Ndiaye, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur notre plateau Mourchid TV. Bonsoir M. Diack. Donc, tout le plaisir est pour moi de revenir encore une fois de plus sur le plateau de Mourchid TV. Et j'en profite pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Alors, M. Ndiaye, en tout cas, il n'est pas simple un peu de toucher un peu de tout, mais quand même, quand on est philosophe, est-ce que vous définissez un peu véritablement comme un philosophe, ou bien et ça nous permettra un peu de revenir sur c'est quoi la philosophie, puisque les gens ne s'entendent pas sur les concepts et les définitions, en tout cas concernant le domaine de la philosophie. Bon, en fait, on me définit comme étant un philosophe, mais moi, je ne me définis pas comme étant un philosophe. Parce que pour moi, l'être humain est tellement multidimensionnel qu'on ne peut pas le définir. Et je me dis tout le temps que la connaissance, non seulement elle est diffuse, mais elle est large. Et tout le monde peut accéder à la connaissance. Alors, le malheur que nous avons, nous, je peux l'appeler un malheur entre guillemets, c'est qu'on a emprisonné la connaissance et partant de là, on a emprisonné l'esprit de l'homme. Pour nous dire que tout simplement, qu'on ne peut pas toucher à tout. Ce que j'ai toujours dénoncé. Parce que si nous prenons dans les temps anciens, les anciens philosophes, ils étaient quoi? Ils étaient des philosophes, des astrophysiciens, des chimistes, etc. Donc pour moi, l'esprit humain est fait de telle sorte qu'il peut accéder à toutes les connaissances. Et ces connaissances sont disponibles. Les gens disent aujourd'hui que maintenant on peut avoir les connaissances parce qu'il y a l'Internet. Mais moi je me suis dit que les connaissances ont toujours été là et on a toujours pu les avoir même sans l'Internet. Même sans l'Internet. Vous pensez que donc ce sont les spécialités un peu qui bloqueraient quelque part les gens? Parce que quand je me dis moi je suis littéraire, voilà, je ne réfléchis que dans le domaine de la littérature et que voilà, les philosophes, en tout cas la philosophie est réservée à d'autres personnes. Vous pensez que donc on peut être véritablement littéraire, philosophe, scientifique, etc. Vous pensez en tout cas l'esprit de l'être humain a été encastré, a été bloqué de sorte que voilà, que les gens penseraient qu'ils ne peuvent s'identifier, en tout cas, ou naviguer que dans un domaine bien déterminé? Bien sûr, c'est possible. La preuve, quand on prend Cheikh Anta Diop, il était quoi? Il était philosophe, historien, physicien, chimiste. Un savant. Un savant. Voilà. Mais vous savez, moi, je dis que la philosophie, c'est des mathématiques littéraires. Et les mathématiques, c'est de la philosophie chiffrée. C'est uniquement cela. En principe, un bon mathématicien doit être un bon littéraire. Et quand on est bien en littérature, on doit être bien en mathématiques. Il paraît qu'Einstein même était un bon poète. D'ailleurs, il a dit pourquoi le monde nous est compréhensible au lieu de ne paraître un chaos sans ordre lisible. Bien sûr. Il dit qu'il faisait de la poésie. Bien sûr. Compréhensible, lisible. Bien sûr. Donc, vous pensez effectivement que, à part cette première génération qui était une génération, en tout cas, de personnes multidimensionnelles, quand on parle de Thalès, quand on parle de Pythagore, ce sont des gens qui touchaient un peu de tout, oui, qui étaient également des scientifiques, des littéraires et également des philosophes. Vous pensez qu'aujourd'hui, en tout cas, comme je vais réitérer encore la question, en fait, c'est l'organisation, parce qu'on parle maintenant de spécialités. Moi, je suis expert en tel, je suis philosophe en tel, etc. Même dans la philosophie, il y a des catégories. Oui. Il y a même des dire, moi, je suis philosophe idéaliste, d'autres disent, je suis philosophe matérialiste, etc. Donc, les gens chercheraient, en tout cas, à canaliser et à cataloguer les gens pendant des carcans bien déterminés. Est-ce que vous pensez que vraiment ça ne devrait pas se faire? Moi, je pense que ça, c'est un véritable frein. J'ai toujours dit que c'est le plus grand mal de notre système éducatif. Okay. Parce que dans le système éducatif, on vous dit que vous êtes littéraire, vous êtes orienté en série L, oui, vous êtes scientifique, vous êtes orienté en série S. Et dans votre subconscient, déjà, vous vous dites, donc les mathématiques, ce n'est pas mon dada. Je ne peux pas le faire. Les sciences physiques, je ne peux pas le faire. Et partant de... Et ce qui prouve que ceci n'est pas vrai, c'est qu'on voit des personnes qui ont un baccalauréat littéraire et qui après deviennent de grands financiers. Oui. Et les finances, ce n'est pas seulement de la littérature. Il y a des mathématiques, il y a un peu de tout. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir de grands savants, de grandes personnes, il faut que ça soit assez ouvert. Il faut qu'on redéfinisse notre système éducatif. Et ça depuis l'école primaire.
Depuis l'école primaire. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on fait 6 ans à l'école primaire. Vous pensez que c'est trop? Je n'ai jamais compris pourquoi on fait 4 ans au moins secondaire. Vous pensez qu'on pourrait réduire encore? Le CI et le CP, qu'est-ce qu'on apprend au CI et au CP? C'est la même chose. Le CE1 et le CE2, on peut le regrouper. Le CM1 et le CM2, c'est la même chose. On peut faire 3 ans à l'école primaire. Et décrocher notre entrée en 6e. Et décrocher notre entrée en 6e. Et on apprend à l'enfant ce qui est essentiel. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, peut-être que ça sort un peu du cadre de notre discussion, mais c'est en fait la langue d'apprentissage qui pose réellement un problème. On vous apprend quelque chose en français. Vous réfléchissez en wolof ou en sérère, vous le pensez en français et vous le traduisez encore dans votre langue pour pouvoir le comprendre. Et même quand vous essayez de le faire, vous ne réussissez pas. En fait. Vous ne réussissez pas. Ouais. Ça en prend un temps très long. Ouais. Je disais aux gens, prenons un exemple très simple. Vous partez à l'école, vous dites à un enfant, un bâtonnet plus un bâtonnet. Il va d'abord réfléchir. Mais quand tu lui dis, ben bant, automatiquement il te dit ñaar. Ouais. Et c'est très simple. Donc le gap serait donc la langue, quoi. La langue est un frein. Est un frein. Je ne dis pas qu'on ne doit pas apprendre le français, l'anglais, l'allemand, etc. Si, il faut l'apprendre. Mais quand même, la base de notre éducation, ça devrait être quand même nos langues nationales. Deuxièmement, si ce problème est réglé, il faut qu'on règle le problème des spécialités. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans la philosophie, les idéalistes, les surréalistes, moi je ne comprends que dalle. Vous venez dans le domaine du droit, c'est la même chose. Okay. Moi, je ne suis pas philosophe de formation, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne me réclame pas philosophe. Je suis juriste de formation, mais en droit privé, droit public, même dans le droit privé, il y a des même dans le droit public, il y a des constitutionnalistes, il y a des pénalistes, même dans le droit pénal, il y a ceux qui sont du droit pénal spécial, c'est assez compliqué. Or, moi, je pense que la connaissance aujourd'hui, elle est universelle. Elle est universelle, chacun peut y accéder et chacun peut accéder dans les domaines où il pense qu'il peut exceller. C'est un problème de choix et d'orientation de vie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai théorisé dans mon premier ouvrage, pour lequel nous discutons aujourd'hui. J'en ai largement discuté et j'ai dit qu'il n'y a pas de frontières. On peut accéder à tout ce qu'on peut faire. Parfaitement. Mesdames et messieurs, nous rappelons que donc, voilà, c'était juste un début pour vous donner une idée donc, de notre invité d'aujourd'hui. Qui est en tout cas un écrivain de talent, parce qu'en fait, justement, vous l'avez compris, il a des idées novatrices, des idées vraiment nouvelles qui nous aident dans la vie de tous les jours. Justement, par rapport à cela, nous sommes aujourd'hui là pour discuter de son ouvrage « De l'ombre à la lumière ». D'habitude, quand on symbolise de façon métaphorique l'ombre, on penserait que c'est l'ignorance. La lumière serait l'accès aux connaissances, au savoir. Justement, est-ce que effectivement, de façon métaphorique, c'est ce qui détermine un peu le choix de ces deux concepts? Oui, on peut le penser ainsi. En fait, le titre complet du livre, c'est « De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie ». Mais le titre original, ce n'était pas cela. Lorsque j'ai écrit, j'avais pensé à un titre et j'avais mis comme titre Mémoire d'un castré de la vie. Et alors, il y a un professeur de philosophie, le premier qui a corrigé le livre, il m'a dit ce titre-là, je n'aime pas le titre. Parce qu'un castré, c'est quelqu'un qui est en prison, et c'est un porte-à-faux avec ce que tu as écrit. Effectivement. J'ai dit OK. D'accord. Et le titre me vient maintenant de l'éditeur, Mme Milo Guiabert, qui m'a dit, mais pourquoi pas ne pas prendre de l'ombre à la lumière? J'ai pris ce titre et j'ai ajouté le combat pour la vie. Parce qu'en fait, quand on est dans l'ombre, et on a bien dit l'ombre, on ne dit pas noir. Parce que je n'aime pas aussi cet associationnisme qu'on fait, qu'on dise toujours, quand on parle de noir, c'est le mal, c'est le mauvais. Et quand on parle de blanc, c'est la lumière, c'est la connaissance, etc. Donc pour moi, l'ombre, c'est quand quelqu'un est dans l'ignorance. Une ignorance qui peut être du fait qu'il n'a pas accès à cette connaissance, ou bien même qu'il n'a pas les sources de ce savoir qu'il doit avoir. Et maintenant, quand on accède à la lumière, c'est là que vraiment on commence à découvrir les choses telles qu'elles sont. Parce que je le dis souvent, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Revenons un peu sur le terme ombre et ignorance. On dit que c'est l'ennemi de l'homme. L'ignorance, c'est l'ennemi de l'homme. Mais vous, philosophes, vous dites que connaître son ignorance également, c'est la meilleure part de la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais rien. Voilà. Voilà. Oui. C'est vrai. C'est que reconnaître son ignorance, c'est faire déjà un pas vers la connaissance. Et je l'ai dit quelque part, je ne sais plus dans quel chapitre dans le livre, j'ai dit,
que lorsqu'on est plein de soi-même, on ne peut plus rien remplir parce qu'un canari plein d'eau ne peut plus ne peut plus contenir de l'eau. Mais pourtant, lorsqu'on se vide de soi-même, c'est là qu'on peut se remplir. Vous parlez de renouvellement des connaissances. Pas seulement de renouvellement des connaissances, mais d'abord du renouvellement de son soi intérieur. Ok. Se remettre en cause quelque chose comme ça. Se remettre en cause tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est. Je dis souvent aux gens, remettez toujours en cause ce qu'on vous dit. Comme disait Descartes, quoi. Oui. Je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux. Oui. Tout ce en quoi je pourrais imaginer le moins de doute. Maintenant, avec cette posture-là, c'est une position très inconfortable parce que les gens qui ont cette posture, comme vous, philosophes, on vous dit que vous êtes des activistes, vous êtes des révolutionnaires, vous êtes, voilà, etc. Vous n'êtes pas également exempt de reproches parce que vous êtes souvent caricaturés, vous êtes dénaturés parce que tout simplement, vos positions, parfois, sont des positions jusqu'au boutiste, des positions catégoriques, systématiques. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que être philosophe serait également une position quelque part confortable? Je sais pas parce que moi en tout cas je ne sais pas ce qu'est un philosophe. Oui, d'accord. Vous refusez en tout cas de vous... Je ne sais pas ce qu'est un philosophe. D'accord. Je ne sais pas si je le suis, mais si je le suis, c'est que moi en fait je ne suis pas toujours dans la mouvance populaire. Je ne suis pas dans la mouvance populaire et moi je remets toujours en cause ce qu'on me dit. Ce n'est pas toujours une position pas de facile. façon sceptique comme l'aurait pensé Descartes. Pas un scepticisme exagéré. Voilà. Mais c'est un scepticisme raisonné. Okay. Le doute, comme on dit. C'est le doute normal. Le doute méthodique. Comme, voilà. C'est le doute méthodique qui me permet de découvrir réellement la vérité que se cache derrière les choses. Ouais. Et j'avoue que ce n'est pas facile. La plupart des temps, il y a certains qui me disent, tu fais le gros dos. D'autres me disent, toi, on ne peut pas te comprendre, tu ne sais pas ce que tu veux, tu es compliqué. Mais en réalité, je ne suis pas compliqué. Moi, je pense même que je suis très simple. Quand on me pose une chose, je me dis, ok, je la prends. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et je pense que quand on veut avancer dans la vie, il faut toujours se demander qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle chose. Parce que l'esprit humain est doté est fait de telle façon que tout ce qu'il puisse avoir, on peut percer le mystère. Et je me dis qu'il y a toujours quelque chose qui est caché. Ça ne signifie pas que toujours il y a anguille sous roche, c'est différent. Mais quand même, toute chose a sa signification. Et chaque personne a la signification qu'il donne aux concepts, aux choses, aux événements qui se passent dans sa vie. Et c'est en ayant ce doute méthodique, ce doute raisonné, qu'on pourra maintenant prendre ce qu'il y a de bien dans ces événements, dans ces choses, pour en faire profiter non seulement nous-mêmes, mais également l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est important. Parfaitement. Vous recusez en tout cas que l'esprit soit encastré, d'où le premier titre que vous aviez. Donc, on doit libérer notre esprit, on doit être libre également. Mais être libre également, c'est se poser des questions. C'est être un peu, avoir une position un peu dubitative en fait, sur les choses qu'on nous présente. Quelque part, donc, c'est la posture du philosophe, puisque les philosophes ont dit que c'est celui qui boite quand tout le monde marche correctement, par mesure de prudence, etc. Voilà, c'est pourquoi maintenant. Alors, la deuxième, nous allons maintenant aborder le premier chapitre, le rêve. C'est tellement passionnant ce passage, parce que le rêve, en fait, vous philosophes, même certains philosophes disent que la vie est un rêve, quelque part. Mais le rêve au sens quelque part positif. Vous redéfinissez le concept de rêve, comme qui dirait Ali Albana, qui disait que les rêvons, car le désespoir ne devrait pas faire partie du sentiment d'un croyant. Les réalités d'aujourd'hui étaient des rêves d'hier, donc les rêves d'aujourd'hui seront des réalités de demain. Que pensez-vous en tout cas de quelqu'un qui aurait une vision en tout cas très négative de la conception du rêve quelque part? Alors, si vous voyez bien cet ouvrage de l'homme à la lumière, la première phrase c'est « Je suis silence d'or ». Voilà. Silence d'or, silence avec grand S, d'or, D-O-R-S, comme pour penser à d'or, le verbe dormir, même s'il n'est pas le verbe dormir. Parfaitement. J'ai dit « Je dors, mais je suis éveillé dans mon sommeil ». C'est ça que le paradoxe, c'est voilà. Un sommeil... oui, voilà. C'est un sommeil éveillé. Parce que pourquoi? Le silence, le rêve du moins, est un sommeil. Mais c'est un sommeil dans lequel on ne ronfle pas. Parce qu'une personne qui n'a pas de rêve, et j'ai dit ne pas rêver, c'est mourir. Dans la vie, vous l'avez dit tout à l'heure,
les rêves d'hier sont les ratés d'aujourd'hui. Moi, je dirais, les pensées d'hier et nos croyances d'hier font l'homme que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nous pensons aujourd'hui fera l'homme que nous serons demain. Et peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, parce que ça, c'est la notion de temps chronologique et de temps psychologique. Moi, je dis que le temps chronologique n'existe pas, c'est le temps psychologique qui existe. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Maintenant, pour le rêve, dans la vie, je pense qu'il faut se projeter. Et quand on se projette, je donne un exemple très simple. Je dis, moi, je veux devenir président de la République. Quelqu'un peut-être me dira, pauvre Léopold, toi, tu es né dans la brousse de Bakobov, ton grand-père était un paysan, ta grand-mère une paysanne. Comment peux-tu penser que tu peux être président de la République? Et c'est ça, ces personnes que j'appelle les voleurs de rêves. Et moi, je ne laisse personne, et personne ne doit laisser une autre personne voler ses rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas être la personne que nous voulons être. Maintenant, avoir un rêve, c'est avoir une vision. Dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et dire que d'ici 10 ans, voici l'homme que je veux être. Voici ce que je veux faire. C'est difficile, ok. Mais personne ne dit que c'est facile dans la vie. Et Nelson Mandela disait que c'est impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Donc l'impossibilité pour moi aussi, c'est 2 mots que j'exclus de mon vocabulaire. Impossible et échec, ça n'existe pas. Maintenant, on rêve. On met la barre très haute. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. À charge pour toi maintenant de te défendre, de mettre tous les moyens qui sont à ta disposition pour pouvoir y arriver. On peut avoir un très grand projet, même financier, et le réussir sans sou. La première matière de l'homme, c'est la matière grise. La réflexion, l'acquisition des connaissances. Parce que d'abord, pour faire quelque chose, il faut d'abord la connaître. Aller chercher les connaissances nécessaires. Et c'est le mal d'aujourd'hui. Malgré que les connaissances sont démocratiquement ouvertes partout, malheureusement, les gens sont beaucoup plus incultes maintenant. Et notamment les jeunes. Ils ont la paresse. Ils ont la paresse d'aller rechercher les connaissances. Ou bien ils ne savent même pas où aller pour chercher la connaissance. Quand ils sont dans l'Internet, ils sont dans des, je sais pas, des choses futiles. Alors donc ce rêve dont je parlais, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de grand homme sans grand rêve. Quand Martin Luther King lançait sa fameuse phrase « I have a dream », mais personne n'y croyait. Les gens disaient, à cette époque, aux États-Unis, il est fou. Comment à cette époque peut-on penser qu'un petit blanc et un petit nègre vont s'asseoir à la même table, en classe, manger au même restaurant, entrer dans le même bus, et pourtant, quelques années après, ça s'est réalisé. Quand Nelson Mandela disait que ce que je veux, je ne lutte pas pour la libération de l'homme noir, mais je lutte pour la libération de l'être humain, pour que blanc et noir en Afrique du Sud soient égalitaires. C'était impensable à l'époque. Et pourtant, il l'a réalisé. Mais c'est parce qu'il a cru en ses rêves, il a accepté de faire des sacrifices, parce que quand on a un grand rêve, il y a des préalables qu'il faut avoir pour pouvoir les réaliser. Savoir se sacrifier, être persévérant, aller chercher les connaissances, maintenant se battre nuit et jour pour arriver au bout. Et c'est ça, également, j'en ai parlé dans de l'homme à la lumière, c'est la passion. Oui, vous semblez dire comme Jean-Paul Sartre que vivre sans passion, c'est dormir toute sa vie. Bien sûr. Et Hegel l'a un peu théorisé également, quelque part. La passion, je pense que c'est ça qui nourrit l'être humain dans tout ce qu'il fait. Ce que vous faites aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pourquoi dans le monde du travail on dit, faites ce que vous aimez et vous n'aurez jamais plus à travailler de votre vie. Parce que quand on aime son travail, on est prêt à le faire même gratuitement. Parce que c'est ça le but de notre vie. On s'y consacre totalement. C'est cette passion qui nous permet de nous lever chaque matin et d'être content d'aller au boulot. Par contre, si on n'est vraiment pas passionné, si on n'aime pas ce que l'on fait, ou bien si on ne fait pas ce que l'on aime, on se lève toujours le matin en étant grinché. Oui, parfaitement. Alors, donc, c'est pour ne pas trop anticiper sur le deuxième ouvrage, et le secret de la réussite. Moi, je pense que ce secret-là serait dans le rêve. Et ce rêve-là doit être guidé par une passion. On y reviendra. Maintenant, nous allons un peu aborder le deuxième chapitre, l'amitié. L'amitié qui semble être, si on quand même essaie de résumer ce que vous avez dit à travers ce chapitre, que c'est l'union de 2 personnes unies par un amour et un respect égaux et réciproque. Voilà. Ce qui est un peu rare dans la vie. Est-ce que vous pensez justement que l'amitié d'abord existe? Est-ce qu'elle ne serait pas un idéal?
Et que véritablement, justement, pour comment d'abord connaître effectivement son ami. Parce qu'on se dit, voilà, c'est mon ami, on ne différencie pas ami, compagnon, voilà, du genre. Voilà. En tout cas, c'est un peu complexe dans ce sens-là. Quelle est en tout cas votre définition justement pour nous résumer à ce niveau-là de l'amitié? Oui, effectivement, l'amitié existe. Et moi, je dis qu'il n'y a que 3 choses dans la vie qui survivent à la mort. C'est l'amitié, c'est l'amour et c'est la mort elle-même. Oui. Et 3 concepts qui reviennent encore. 3 concepts qui reviennent également. Voilà. Parce que vous voyez, j'ai dit que l'amitié, c'est des fois être tout simplement à côté de cette personne, sans parler. Mais tout en sachant que nos 2 cœurs sont unis. Et que nous sommes capables de comprendre la personne sans qu'elle puisse même me parler. C'est des fois même être là, offrir une épaule à cette personne meurtrie pour qu'il lui pose sa tête parce qu'il n'a plus de terreau où pouvoir entrer. Et enfin, c'est lorsqu'on prend son cœur comme un mouchoir pour l'offrir à l'autre et pouvoir essuyer les larmes de cette personne. C'est-à-dire que quand on est ami avec quelqu'un, c'est comme si on s'identifiait à cette personne. C'est comme si on était l'endroit et l'envers. À la différence de l'amour, dans l'amour, on est comme le sucre et l'eau. Mais l'amitié, c'est comme si on était l'endroit et l'envers. Et je dis souvent que l'amitié, la véritable amitié, elle va au-delà de la mort, au-delà de la tombe. Et j'en sais quelque chose parce que l'un des rares amis que j'ai eu est décédé maintenant, depuis presque bientôt une vingtaine d'années. Mais cette amitié subsiste jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement conceptuel, mais c'est des choses que la personne vit au quotidien. Et c'est comme si cette personne était toujours là, même au-delà de la tombe. Mais cela suppose maintenant une certaine sincérité. Parce que la plupart des personnes, d'ailleurs on dit en Wolof, Haritwag Andando, c'est pas la même chose. Un compagnon est différent d'un ami. Un ami sincère, quelle que soit la situation qui arrive, on est sûr, même si elle ne peut pas régler notre problème, d'avoir une oreille attentive à son niveau. Ce qui n'est pas la même chose. Évident chez un compagnon. Ce qui n'est pas évident chez un compagnon. Donc cette amitié maintenant, je pense que c'est ce qui manque maintenant à la société et qui fait qu'il y a tellement d'hypocrisie qu'au finish, on ne sait plus à quelle personne se fier. Et d'ailleurs, c'est le thème de mon 10e ouvrage que je suis en train de rédiger, qui s'intitule « Apologie de l'amour, un réquisitoire contre l'hypocrisie de la société ». Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui... De l'amour ou de l'amitié? En fait, c'est vrai que c'est tellement lié. D'ailleurs, nous allons aborder ce 3e chapitre, l'amitié. En fait, au-delà de l'amitié, l'amour. Et vous faites carrément une différenciation entre l'amitié et l'amour. Oui, c'est différent. Quelles sont les frontières? Je pense qu'il y a un espace d'imbrication. Oui. Mais quelle est en tout cas l'étanchéité qui existerait entre l'amitié et l'amour? Pour moi, l'amour est plus fort que l'amitié. Oui. Plus fort sur le plan de... Plus fort partout. Sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan humain, l'amour est plus fort. Parce que on ne peut pas être des amoureux. Et quand je parle d'amour, c'est amour avec grand A, qui s'inspire de cet amour divin. On ne peut pas être de véritables amoureux si on n'est pas d'abord des amis. Et même dans le couple, c'est comme ça. Un mari et sa femme qui ne sont pas d'abord des amis, ils ne peuvent pas être véritablement un vrai couple. Vous pensez donc que le véritable amour commence par l'amitié? Oui, forcément. Forcément. Parce que s'il n'y a pas cette complicité, et cette complicité s'acquiert d'abord dans les relations d'amitié. Et maintenant, ça va maintenant aux relations d'amour. Et dans l'amour, je me dis que c'est comme si j'étais cette personne. C'est comme si je me fondais dans la personne. Et que je puisse être prêt à tout faire pour elle. Et elle également, qu'elle puisse être prête à faire tout pour moi. Le sacrifice, vous voulez dire? C'est le sacrifice suprême. Parfaitement. Maintenant, à ce niveau-là, il y a un problème. En fait, on peut être amis, enfin, ce qu'on peut dire, donc on pense que c'est impossible, amitié entre un homme et une femme. On peut être ami à une femme sans l'aimer carrément au sens d'amour sur le plan charnel. Est-ce que vous pensez justement à ce type d'amitié? Ou bien l'amitié donc dépasserait un peu les genres, les sexes?
Oui, oui, moi je pense que c'est possible. Hein. Les gens disent souvent, mais je pense que c'est possible quand même une amitié entre un homme et une femme, et une amitié sincère, c'est possible. Et ça existe. Ça existe parce qu'en fait, le regard qu'on pose sur la personne qu'on aime avec l'amour est différent du regard qu'on pose sur la personne qu'on aime en tant qu'ami. Et une personne sensée devrait pouvoir faire la différence entre les deux. Maintenant, les deux concepts sont tellement liés qu'on peut passer de l'amitié à l'amour. Ok. Ça, c'est pas impossible. Ouais. Mais quand même, une amitié entre un homme et une femme, c'est très possible. Mais une amitié ne suffit pas justement pour fonder un foyer. Non. Pour fonder un foyer, l'amitié uniquement ne suffit pas. Elle est indispensable quand même. Parce que c'est cette amitié d'abord qui constitue le fondement, le socle de l'amour. Mais sans amour véritable, le foyer ne pourrait pas résister longtemps. Parce que ce qui fait que nous puissions nous sacrifier pour la personne, dans les moments les plus durs, c'est cet amour qu'on porte sur elle. Sans cet amour, dès que c'est difficile, on lâche de l'est, on laisse tomber. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que les gens n'aiment pas réellement. Que quand c'est difficile, la femme s'en va ou l'homme s'en va. Et c'est des deux côtés. Ou bien ils peuvent s'aimer, mais sans être amis. Et que ça peut déteindre également négativement sur un divorce. Moi, quand on dit qu'ils peuvent s'aimer sans être amis, je me pose la question, est-ce qu'ils s'aiment réellement? Ah d'accord. Donc un véritable amour suppose quand même qu'il y ait d'abord... Il faut de l'amitié. Il faut de l'amitié. Tout amour commence par l'amitié. Au-delà de l'amitié, de l'amour surtout, l'autre revers, c'est la haine. Que vous semblez un peu... pour mieux définir les concepts de l'amitié et de l'amour, voilà, on trouve un peu un terme qui serait antithétique, la haine. Qu'est-ce que la haine? Est-ce qu'elle existe réellement, la haine? Et qu'est-ce qui motive? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la haine existe? Parce que les gens ont tendance à penser que la haine, c'est l'endroit ou l'envers de l'amitié. Mais moi, je dis que c'est une passerelle. C'est une passerelle. Et je pense que j'ai dit dans le livre que entre la haine et l'amitié, il y a un fil très ténu qui les sépare. Et même entre l'amour et la haine. Et il y a, je ne sais plus c'est quel écrivain qui le disait, il disait que plus on aime, plus on éprouve de l'amour, plus on éprouvera de la haine quand ça ne va plus entre les deux. En tout cas, Cheikh Hamidou Kane a dit dans l'Aventure ambiguë que les haines qui naissent dans de vieilles amours sont les plus empoisonnées. Et dévastatrices. Dévastatrices. Par conséquent, justement, donc, même il y a un risque quand même d'aimer en un certain moment, si cette amitié pourrait quand même, ou bien cet amour pourrait déboucher sur une haine. Oui, c'est parce qu'en fait, si on ne gère pas bien les relations sociales, parce que vous savez, l'amour, comme l'amitié, c'est comme un arbre qu'on plante. Si vous plantez votre petit arbre, vous ne l'arrosez pas, vous ne mettez pas de fumier, vous ne mettez pas de l'humus, l'arbre va mourir. C'est la même chose que l'amour. En amour, il faut être créatif. Il faut être inventif. Il faut être ingénieux ou ingénieuse. Ça dépend que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme. Sans cela, ces petits détails qui font la différence, c'est ça qui nourrit véritablement l'amour et qui fait qu'on... Parce que, en fait, lorsqu'il n'y a pas ces petits détails, l'amour n'est pas renouvelé. Et un amour qui n'est pas renouvelé, il meurt. La deuxième chose, ce qui fait qu'on peut facilement passer de l'amour, de l'amitié à la haine, c'est le manque de communication ou la mauvaise communication. Et malheureusement, dans les couples, les gens se communiquent très mal. Très mal. Et ce serait très bon que les gens puissent lire le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », qui est extrêmement intéressant et qui nous montre que les hommes et les femmes pensent différemment. Ils ont dit que l'homme a une mémoire séquentielle, ça. Alors que la femme a une mémoire multidimensionnelle. La femme est multitâche. Multitâche. Alors que l'homme ne peut ouvrir qu'un seul tiroir. Alors que la femme peut ouvrir plusieurs tiroirs à la fois. Elle est à la maison. Elle est à la si cuisine. chacun comprend maintenant l'autre dans sa différence, je pense que ça peut régler les choses. Malheureusement, ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre un exemple très simple. Je viens à la maison, j'ai un problème. Je reviens avec un problème difficile à résoudre. Mais quand je viens, je ne dis rien à ma femme. Elle sent que j'ai un problème. Elle vient me dire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il n'y a rien. Elle s'en va, mais 5 minutes après, elle revient. Elle me harcèle de questions. Mais ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que lorsqu'un homme a un problème, il veut le résoudre lui-même d'abord.
laisse-le tranquille. C'est l'instinct grégaire voilà, qui... laisse-le réfléchir. Lorsqu'il va se buter, heurter à un mur, il reviendra pour dire ce qui se passe. Donc à ce moment-là, il ne faut pas faire du forcing. Non, il ne faut pas faire du forcing. Voilà, d'accord. Elle peut vous dire, oui, on est en couple, donc on doit se partager donc, les douleurs, etc. Comme c'est pour le malheur, pour le... L'homme va partager, mais c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé pour parler. En fait, l'homme, quand il a un problème, il a tendance à se bunkeriser d'abord. Parce que c'est son premier instinct. Trop, voilà, c'est son premier instinct. Alors que la femme, son premier instinct, c'est de s'ouvrir. Ok. C'est de s'ouvrir. Et c'est pourquoi elle ne peut pas comprendre que lorsqu'on a un problème, qu'elle se bunkerise d'abord. C'est ça. Mais ce que la femme doit comprendre également, que quand elle vient à la maison, elle est à la cuisine, l'enfant est en train de pleurer, ne dis pas à ton mari forcément prends cet enfant. Parce que l'homme, quand il est sur son ordre, il fait quelque chose, il veut finir d'abord avant de faire autre chose. C'est comme ça qu'il est construit. Séquentiel, oui. Il n'est pas multitâche. Il n'est pas multitâche. Alors, donc ça, c'est ça, voilà, on y reviendra. On y reviendra, ce serait de bons conseils, en tout cas, au couple. Voilà, mais ça ne vous dérangerait pas, par exemple, de voir deux personnes qui se sont aimées, qui ont fondé un foyer, qui, au lendemain, deviennent de véritables ennemis. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, en tout cas, que parce qu'il n'y avait pas réellement de l'amour, mais ça semble, en fait, il me paraît que c'est tout le contraire que vous je pense qu'en tout cas, ça, vous ne serez pas étonné de voir... non. Voilà. Je ne serais pas étonné de voir des personnes qui s'aimaient réellement et qui après deviennent les pires ennemis. C'est possible. Maintenant, quand ça arrive, c'est vrai qu'il se pourrait que ces personnes ne s'aimaient pas réellement. Ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, plus les personnes ont de la haine quand ils se séparent, c'est parce qu'ils se sont fortement aimés. Parce que plus la blessure est profonde, quand on sort ce qu'on a, ça devient violent. Mais moi, je pense que ce qui fait tout cela, c'est comme je l'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas considérablement renforcé cette amitié qui doit exister entre les deux personnes, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé également sur la communication dans le couple. Travailler sur la communication dans le couple, il y a d'autres thèmes, donc je crois donc j'existe. Vous semblez un peu paraphraser un peu Descartes, je pense donc que je suis, mais vous dites je crois. D'abord la croyance, la foi. Que représente la foi dans la vie d'un homme? Oui, Descartes disait cogito ergo sum. Moi, je n'étais pas tellement convaincu de ça. Parce qu'en fait, je dis souvent aux gens, dans la littérature, moi, je n'ai pas de référence. Je n'ai pas de référence. Vous faites un parricide de... Oui, je ne suis ni Senghorien, ni avec Césaire, ni avec Platon, non. Moi, j'ai ma propre vision des choses et je les exprime telles que je les ressens. Alors, je crois donc que j'existe. Moi, je pense que la personne est d'abord croyance avant d'être pensée. Parce que la pensée vient d'où? Mais j'ai dit ici, j'ai parlé de la foi, mais pas de la foi en tant que religion. Parce que la foi en tant que religion aujourd'hui nous fait beaucoup plus de mal. Je parle de la foi en cet être suprême qui est là. Que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, mais on est convaincu que ce monde a été créé par quelqu'un qui est là, qu'on ne peut pas voir, qui régente tout. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Rogue comme chez nous les Sérères. Peu importe, mais c'est une personne qui est là et qui est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne peut pas exister sans la foi. Parce que je dis que la foi, c'est lorsqu'on vogue sur le bateau de savoir jusqu'aux berges de l'inconnu. Et quand on arrive aux berges de l'inconnu, on sait qu'au-delà de cet inconnu, il y a quelque chose qui est là, qui existe. Mais je ne le vois pas, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que ça existe. Nous tous, nous sommes convaincus que Dieu existe. Qui parmi nous a déjà vu Dieu? Personne. Peut-être qu'on peut le voir avec les yeux de la foi. Mais avec des yeux humains, personne ne peut voir Dieu. Dieu peut se révéler à nous maintenant avec nos yeux de la foi. Et maintenant, quand on croit, ce sont ces croyances qui fondent notre vie. Ce sont ces croyances qui font que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir que lorsque vos croyances changent, vos motivations changent et forcément votre vie va changer. En mal ou en bien. Bien, parfaitement. En mal ou en bien. En tout cas, vous voulez parler de l'importance de la foi, de la croyance chez l'homme. Mais je me dis également, est-ce que réellement
la croyance pourrait précéder la pensée. Parce que c'est cette pensée-là qui me pousserait à réfléchir sur ma croyance, mesurer cette croyance, la supporter. Est-ce qu'elle est à un niveau, est-ce qu'elle a baissé, etc. Donc je pense que, est-ce que, mon petite question, je vous concède un peu le concept, vous l'avez un peu, en fait, recusé, je pense donc que je suis, mais je crois donc que j'existe, d'accord. Mais l'acte de croyance, comment il pourrait précéder en tout cas l'acte de pensée? D'autant plus que c'est la pensée qui me pousse à cerner, mesurer, évaluer quelque part ma croyance. Oui, vous savez, la croyance, quand elle naît, on ne la provoque pas. On ne la provoque pas. On peut maintenant la renforcer. Mais on ne provoque jamais la croyance. D'accord. Vous êtes là, M. Jack, là, il vient. J'ai un sentiment qui est là, qui naît automatiquement. Je l'aime ou je ne l'aime pas. Pourquoi? Je peux ne pas savoir pourquoi. Mais dans la pensée, je raisonne. Et c'est la pensée qui me permet maintenant de dire, ah non, attention, tu penses que Jack est un mauvais type. Non, ce n'est pas un mauvais type. Est-ce que tu ne vois pas ceci, cela, il est ceci, il est cela, il vient de là. Et la pensée vient maintenant pour infirmer ou confirmer la foi que tu savais. Et c'est pourquoi on nous dit, même dans toutes les religions révélées, on nous dit que la foi, sans la raison, c'est science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Oui, parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a la foi et qu'on ne réfléchit pas sur notre foi, on devient quelqu'un d'extrémiste. Parfaitement. Et l'extrémisme, ce n'est pas seulement dans les religions révélées, mais l'extrémisme, même dans la vie sociale, il y a de l'extrémisme. Parce que la personne croit en ce qu'elle croit, il ne prend pas le temps de réfléchir et de se dire, est-ce que ceci se passe réellement comme ça? Et comment je peux prendre mes croyances et faire en sorte qu'ils puissent quand même aller avec le train-train de la société. Donc pour exister, il faut d'abord croire. Les gens, il y a certaines personnes qui disent « je ne crois en rien ». Ce n'est pas vrai. Toute personne croit en quelque chose. Parfaitement. Et c'est pourquoi je dis que l'athéisme, c'est comme disait Hitler, un gros machin. C'est un gros machin. L'athéisme n'existe pas. Même les athées croient en quelque chose. Au moins, ils croient qu'ils ne croient pas en quelque chose. Bon, ils ne croient pas en Dieu, quoi. Mais ils nient Dieu. Ce n'est pas une absence de croyance. Voilà. Mais ils nient Dieu. Mais même ce fait de nier Dieu, moi je pense que dans leur fort intérieur, ils ne nient pas Dieu. Ils nient le Dieu qu'on nous a présenté peut-être dans les religions révélées. Mais ils croient en un Dieu. Mais aujourd'hui, un homme ne peut pas vivre sans cette foi. Et cette foi qui va au-delà de la foi religieuse, c'est d'abord la foi en soi. La foi en ce qu'on est en tant qu'être humain. Et c'est ça c'est cette foi qui devra faire que moi, je ne me comparerai pas à Jack. Jack est ce qu'il est. Moi, je suis ce que je suis. Je me bats pour mon idéal. Vous vous battez pour votre idéal. Donc, il y a point de comparaison entre nous. Parce que j'ai foi en mes convictions. J'ai foi en ce que je fais. Et je crois en mes rêves. Et c'est pourquoi je me dis que j'y arriverai. Quel que puisse être le problème qui va se poser. Et d'ailleurs, je dis souvent que c'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Un gagnant, lorsqu'un problème se pose, il dit ça c'est une opportunité. Quelle est l'opportunité qui se cache derrière ce problème? Alors qu'un perdant, lorsque un problème se pose, il voit un obstacle. Et c'est ça qui fait notre différence. Mais lorsqu'on voit derrière tout problème un arbre qui cache justement une forêt, je pense qu'on pourrait soulever toutes les pierres qui se jonchent sur notre chemin pour arriver à notre but. Vous avez donné raison à Martin qui dit que l'intelligence, parfois la raison ne mène qu'à l'inaction. C'est la foi qui donne à l'homme l'élan qu'il faut pour agir et l'entêtement qu'il faut pour persévérer. C'est en tout cas le poids de la foi, de la croyance. Maintenant, la mort. Est-ce qu'elle est, comme le dit Mariam Ba, cette violence qui s'impose, cette négative, voilà, cette violence qui s'impose, c'est négatif qui s'impose en tout cas, cette violence qui triomphe et cette négative qui s'impose. Je ne serais pas du même avis que lui. Pour moi, la mort est très positive. Et c'est là où j'ai été peut-être beaucoup plus incompris. Parfaitement.
Mais c'est parce qu'à un moment... Vous avez fait même l'apologie de la mort à un certain moment. Oui, j'ai fait l'apologie de la mort. Parce qu'à un certain moment, j'ai souffert à cause de la mort. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a fait naître ce livre, De l'homme à la lumière. C'est venu du décès de mon jeune frère qui faisait la licence en droit et qui est mort sur un accident de la route. Donc à la fleur de l'âge. Et qui était vraiment très lié à moi. Et alors, pendant des moments, je me suis révolté, même contre Dieu. J'ai posé des questions, j'ai crié. Et c'est là où j'ai pris ma plume pour dire ce que je ne peux pas exprimer au dehors, je vais l'exprimer à travers ma plume. Et je me suis posé des questions et j'ai dit, entre la vie et la mort, c'est deux vieilles dames qui se disputent du moins la préséance. Moi, j'ai dit que la mort est venue avant la vie. Et la mort est venue avant la vie, mais c'est la vie qui va subsister à la mort. Parce que pour moi, la mort n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen de quitter une vie pour aller vers une vie beaucoup plus meilleure. Maintenant, où sera cette vie? Je ne sais pas. Mais en tant que croyant, vous pensez en fait, vous connaissez. Je ne sais pas. On nous dit que le paradis est en haut, mais en haut c'est où? En haut ça peut être en bas. En haut ça peut être à gauche, ça peut être à droite. Mais vous croyez en l'au-delà en fait, ça veut dire que le jugement dernier, voilà. Je crois en l'au-delà, mais pas tel qu'on me le présente. Même dans les religions de l'éveil. Dans toutes les religions, on dit que ce qu'on nous présente et la compréhension qu'on doit en avoir. Parce que moi, je dis souvent aux gens qu'une parole de Dieu ne peut pas se contenir dans un cœur humain. La parole de Dieu est tellement puissante que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Et c'est pourquoi il ne faut pas trop jeter en pâture les personnes lorsqu'ils définissent un concept religieux de telle manière ou de telle autre manière. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'au-delà. La sémantique de moi, c'est quoi? Ce qui est au-delà. C'est au-delà de quoi? Pour moi, ce n'est pas un lieu physique déterminé où la personne est là. Ce serait même une aberration qu'on puisse nous dire que l'au-delà, c'est ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque la personne meurt, et ça toutes les religions le disent, le physique, le matériel n'existe plus. La personne devient une âme. Donc cette âme, c'est de la lumière qu'on ne peut pas voir. C'est un esprit qui retourne à sa source originelle, comme je l'ai défini dans mon 8e ouvrage. Et cette source originelle, c'est Dieu. Mais Dieu est nulle part, tout en étant partout. Alors comment quelque chose qui vient de quelqu'un qui est nulle part et partout à la fois peut-il être contenu en un lieu? C'est pourquoi il faut avoir une compréhension spirituelle du paradis et de l'enfer. Parfaitement. Mais Dieu a besoin de nous présenter les choses matériellement parce que l'être humain est formé de 99% de matière et d'1% de lumière, contrairement aux anges. Parfaitement. Donc pour qu'on puisse comprendre, il faut que Dieu nous présente les choses d'une manière terre à terre. Mais c'est une compréhension spirituelle que nous devons avoir de tous ces concepts religieux. Une compréhension spirituelle de tous ces concepts religieux. Mesdames et messieurs, nous rappelons que vous suivez votre émission Parler, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Léopold Ndiaye, qui est poète, nous l'avons dit, essayiste, philosophe, même s'il le refuse, justement, mais un technicien qui réfléchit, qui a en tout cas de très bonnes idées, des idées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, innovatrices, des idées nouvelles parfois. Et par conséquent, nous allons peut-être aborder la notion de politique et de travail en même temps. Parce que la politique et le travail, en même temps, la politique se définit généralement comme étant l'art de gérer la cité. C'est la conception, en tout cas c'est la définition assez laconique et lapidaire qu'on nous donne. Donc même s'il faut revenir encore, c'est quoi la cité, philosopher sur également, c'est quoi la gérance, comment gérer et tout ça, qui va introduire donc d'autres compétences et même d'autres aspects. Maintenant la politique. Oui, je ne pouvais pas ne pas parler de la politique. Puisque j'ai été un acteur politique auparavant. J'ai été, vous dites? Oui, j'ai été, parce que je n'en fais plus maintenant. J'ai complètement tourné le dos vraiment à la politique. Carrément. Oui. Donc, je dis que j'ai été parce que depuis l'âge de 14 ans,
J'ai fait de la politique vraiment doctrinale au niveau du PIT. J'étais vraiment très très jeune. C'est après que j'ai intégré le Parti démocratique sénégalais. Donc j'ai été 12 ans conseiller municipal dans ma commune Tchadjaï et 7 ans comme adjoint au maire. Donc ça veut dire que j'étais vraiment impliqué au cœur de la politique. J'étais tellement impliqué que lors des événements de 93 avec l'assistant de Maître Babacar Seye, je faisais partie des étudiants qui faisaient la grève de la faim lorsqu'on a emprisonné les Abdoulaye Wade, les Bathily et consorts, avec les mots de Diagne Fada. D'accord. Voilà. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment engagé politiquement. Et qu'est-ce qui a créé ce... Parce qu'arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que la politique, surtout telle qu'on l'a fait au Sénégal, il faut vraiment être un beau menteur, excusez-moi du terme, pour pouvoir le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut la plupart du temps porter une peau de chèvre alors qu'on est une hyène. Et moi... Savoir jouer le jeu, quoi. Savoir jouer le jeu. Moi, je conçois que la politique est un jeu, je suis d'accord. Mais quand même, c'est un jeu sain. Vous l'avez dit tout à l'heure, on définit la politique comme étant l'art de gérer la cité. Ça veut dire que si c'est un art, le politicien devra être un artiste. Mais ça doit être un artiste qui tire son peuple de l'ombre pour l'amener vers une admirable lumière. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anecdotes qui font que je me suis quand même un peu délaissé de la politique. J'ai eu beaucoup de déceptions. Et justement, j'ai quitté le PDS au moment où ils ont pris le pouvoir, en 2000. Parce que j'étais déçu. Mais moi, j'ai des principes de vie. Et ces principes de vie, je les applique aussi bien en politique que dans mon travail, que j'avance dans ce que je fais, que j'ai des positions confortable ou non, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de défendre mes idéaux, ce en quoi je crois. Parce que sans cela, je ne suis plus la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'ai dit dedans que si on ne gère pas, on ne fait pas de la politique va te faire. C'est vrai. Si on ne s'occupe pas de la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui vous occupe. Maintenant, je ne suis plus dans le champ politique, mais peut-être que je fais de la politique autrement, en conscientisant les masses, en parlant avec les gens. Vous-même, vous savez très bien que je suis très actif au niveau des réseaux sociaux. Oui, parfaitement. Pour ouvrir les yeux aux gens, surtout les jeunes. Pour qu'ils puissent se dire qu'aujourd'hui, le destin de cette nation, c'est d'abord entre leurs mains et qu'il faut qu'ils s'investissent positivement. Moi, que je ne sois au PDS, à l'APR, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quel que soit le parti dans lequel on est, qu'on puisse travailler avec des convictions qui vont faire que notre nation va en tirer de positif. Mais j'ai dit dans ce chapitre de la politique que le politicien ne devra pas s'occuper uniquement de ces courtisans qui sont là autour de lui et qui ne sont mis que par leur propre intérêt malsain. Mais la cité, c'est également ce mendiant qu'on trouve au coin de la rue et qui chaque matin on jette une pièce d'argent et lui dire à demain. C'est ce malade qui est là-bas, qui a besoin d'être soutenu. Et pourtant, au lieu de le soutenir, le politicien va donner des centaines de mille pour organiser un sabar ou un Tandebert. Et ça, on le voit tout le temps dans ce pays. Alors que les véritables priorités pour les populations sont là. Et la première des priorités, c'est d'abord ouvrir la conscience des gens. Mais le politicien aujourd'hui ne veut pas que les gens aient les consciences éclairées, parce qu'ils ne pourront plus avoir cette domination qu'ils ont sur eux. Parce que pour rendre une personne esclave de vous-même, faites en sorte qu'elle ne connaisse rien. Tant que la personne n'a aucun savoir, aucune connaissance, elle devient manipulable et malléable à merveille. Et c'est justement le jeu que jouent les politiciens. Donc aujourd'hui, la politique qu'on fait actuellement, elle m'écoeure tellement que même dans un débat politicien, moi je ne rentre pas dedans. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, je ne rentre pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, c'est une passion malsaine qui anime les gens. Chacun cherche à, en tout cas, tirer les choses de son côté. Chacun prêche pour sa propre paroisse, comme on dit. Finalement, on finira par, en fait, perdre même la vérité. Alors, nous allons peut-être... il y a beaucoup d'autres concepts. La pensée, la pauvreté, la richesse, l'échec, le pardon, la liberté, le silence, le mariage, la souffrance. Autant de concepts que vous avez développés. Et sur chaque concept, vraiment, vous avez des orientations très claires. Des orientations très concises et précises, évidemment, c'est ce qui fait un peu le charme de votre écriture. On vous lit, on vous comprend.
Après, même si c'est de la philosophie, c'est pas une philosophie qui utiliserait des concepts un peu pompeux, des concepts un peu grandiloquents, et pour quand même, voilà, au point que le lexique, en tout cas ce lexique-là trop recherché, trop lourd, hein, qui bloquerait un peu la compréhension. Votre écriture est limpide et claire, voilà. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur la notion de pardon, parce que ce passage également m'a beaucoup intéressé. Ça dit qu'en bon catholique, en fait, c'est vrai que le pardon est au cœur des principes évangéliques, voilà, et que c'est ce qui fait le charme même d'un croyant, savoir pardonner. Hein. Et maintenant, il y a une différence entre supporter une chose, ou bien, en tout cas, accepter une chose et également vouloir pardonner. Ça dit qu'il y a une différence, quoi. Pardonner, comme à vous entendre, en tout cas, c'est beaucoup plus profond que la conception terre à terre très élémentaire que les gens ont de ce concept-là. Le pardon. Effectivement. Et c'est pourquoi il y a deux concepts ou bien deux pratiques que je ne parviens pas toujours à comprendre dans la religion chrétienne et la religion musulmane. Dans la religion chrétienne, on vous dit que Jésus a dit que lorsqu'on vous gifle sur la joue droite, donnez la joue gauche. Et pour taquiner mes parents chrétiens, je leur dis, ah non, moi je ne suis pas ce chrétien qu'on gifle sur la joue droite et sur la joue gauche. Et l'autre chose que je ne comprends pas chez les musulmans, c'est le fameux balmaq. De la tabaski, de la korité. Balmaq, balmal. Alors qu'au fond de moi, je sais que baloumala. Et ça également, c'est de l'hypocrisie. Et c'est la même chose chez les chrétiens quand on te dit, ok, je te pardonne. À tout en ça que je ne te pardonne pas. Le véritable pardon, c'est au-delà de tout ça. Pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Pourquoi on ne peut pas oublier? J'ai fait un peu une métaphore en disant que lorsqu'on reçoit un tort d'une autre personne, on est blessé. Peut-être que cette blessure n'est pas visible. Mais si on était blessé physiquement ici, la blessure guérit, mais la cicatrice va rester. Le mal n'est plus là. Mais on ne peut pas oublier le coup. Parce que la cicatrice est là, pour nous dire tout le temps, ah, il y a cela. Mais ça ne signifie pas que la cicatrice est là, que je vais continuer à me morfondre dans ce que je faisais. Non. Le pardon, c'est aller au-delà de cette souffrance qu'on ressentait. Et dire que d'abord, parce que si on n'est pas capable de se pardonner soi-même, on ne peut pas pardonner autre personne. Chaque fois que vous voyez une personne qui est dans l'impossibilité de pardonner, c'est qu'elle se reproche à elle-même d'abord quelque chose. On a besoin d'être clean avec soi-même, de nous pardonner d'abord pour pouvoir donner le pardon, recevoir le pardon. Donc le pardon, c'est vraiment quand on va au-delà de cette souffrance qu'on a reçue. C'est quand cette souffrance fait corps avec nous-mêmes. Et qu'on se dise, ok, c'est vrai, on m'a fait du tort, j'accepte ce tort. Ou bien la personne a accepté son tort. Maintenant, je n'oublie pas, mais ça ne peut pas m'empêcher de vivre. Quitte même à vivre encore avec cette personne-là et à continuer. Parce que s'il n'y avait pas le pardon, par exemple, dans le couple, mais tous les couples ne subsisteraient pas un mois. Parfaitement. Tous les temps, on se fait du tort, que ce soit l'homme ou la femme. Donc ce pardon, il est nécessaire. Mais il faut qu'il soit sincère. Mais si on ne se connaît pas soi-même, on n'est pas capable de pardonner. Ce n'est pas possible. La connaissance en soi également, nous le retrouvons sur la voie de la réussite. Donc la notion de Camille dans théorie, en tout cas générale de la réussite. On va aborder le deuxième ouvrage, mesdames et messieurs, qui s'intitule La voie de la réussite. En fait, un véritable manuel, en tout cas de management, de coaching, en tout cas, les secrets de la réussite. Vous pensez qu'en fait, il y a différentes, en tout cas, approches qui nous permettent un peu de cerner un peu ce secret-là. Vous parlez de la liberté, bâtir la paix, la justice, la connaissance de soi, dont vous parliez tout à l'heure, le courage et l'audace, quelque part, l'action au début et à la fin. Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps, mais si vous avez, peut-être, on y reviendra de plus près. Donc, si vous aviez à nous définir un peu, à nous résumer le contenu un peu de ce deuxième ouvrage, La voie de la réussite. Ok. Donc, c'est un ouvrage qui est une auto-édition, qui est né également d'une certaine révolte envers les éditeurs.
Ça, après, c'est un autre débat. Et c'est depuis lors, j'édite moi-même mes propres ouvrages, même si c'est pour le moment en format électronique. Donc, un ouvrage que j'ai édité en 2017 et qui s'intitule La voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Parce que le devenir, pour moi, c'est une continuité. Il est en mouvement. Et justement, la réussite se centralise d'abord sur cette connaissance de soi. On ne peut pas réussir si d'abord on ne se connaît pas soi-même. Et ce n'est pas pour rien qu'à Delphes, sur le fronton du temple, on avait mis « Connais-toi toi-même ». Ça veut dire que cette connaissance de soi, elle est importante. Maintenant, la réussite également, elle est individuelle d'abord, avant d'être collective. Elle est personnelle, même devrais-je dire. Ma réussite n'est pas votre réussite. Mon bonheur n'est pas votre bonheur. Et j'ai largement théorisé sur cette conception générale de la réussite pour dire aux gens qu'aujourd'hui, je dois me faire d'abord une idée de c'est quoi la réussite pour moi. Peut-être pour Jack, c'est avoir des immeubles partout à Dakar, avoir des 4x4 ou des 8x8. La réussite peut-être pour moi, avoir ma case dans mon village natal. Pourquoi devrait-on me condamner? Si j'ai une case et un troupeau... que vous n'avez pas d'ambition. Les gens me diront que je n'ai pas d'ambition. Mais c'est quoi l'ambition? C'est individuel. Oui. Ça, c'est un. Donc, cette connaissance de soi, si vraiment on veut rentrer dans le fond, je l'ai beaucoup plus théorisé dans le 7e ouvrage, où j'ai parlé des 8 dimensions de la connaissance de soi. Mais dans ce livre, j'ai uniquement parlé des 4 dimensions de la connaissance de soi, qui est la relation à son histoire, la relation à sa famille, la relation à soi et la relation au divin. Mais il y a 4 autres relations. Entre l'œil et ce qu'on voit, cette distance-là, si on découvre ce qu'il y a entre cet œil et ce qu'on voit, entre le fait d'entendre la parole et le fait d'entendre, on va découvrir exactement la connaissance de soi. On va découvrir la connaissance de soi. Malheureusement, on me dit que le temps qui nous était imparti est terminé. On va revenir de fond encore parce que c'est un livre qui m'intéresse moi personnellement. D'autant plus qu'il y a beaucoup de concepts vraiment très forts qui ont été bien expliqués. On reviendra de plus près, en tout cas, pour davantage creuser. C'était juste pour donner un avant-goût aux téléspectateurs qui vont peut-être de ces premiers mots et ces premières impressions déjà une idée donc voilà du contenu très intéressant de cet ouvrage. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est de vous remercier, de remercier Mourchid TV, mais de dire surtout aux gens de croire en eux-mêmes. On n'est pas né prophète, on n'est pas né leader, on le devient. Et que les gens arrêtent de dire c'est impossible, que les gens arrêtent de dire je ne peux pas faire ceci. Et qu'ils évitent les voleurs de rêves, les gens négatifs. On peut arriver à toutes les stations qu'on veut, s'il plaît à Dieu. Il suffit juste d'y croire et de travailler à ça et de ne pas écouter ce que les autres disent. Les camps dira-t-on, les camps pensera-t-on, ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Mais il faut toujours aller de l'avant. Et c'est ça le devenir en mouvement. Le devenir en mouvement, le secret de la réussite, la foi, comme il le dit, la passion, justement, éviter les voleurs de rêves. Justement, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre numéro aujourd'hui de Parlard consacré à l'ouvrage, aux 2 ouvrages de M. Léopold Ndiaye. Léopold Ndiaye, qui est poète, qui est essayiste, qui est philosophe, qui nous a présenté un peu 2 ouvrages. D'abord, De l'ombre à la lumière et La voie de la réussite. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de Parlard. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup.